Il y a de la friture sur la ligne en Europe parce que Viktor Orban, dans le même temps, le leader et Premier ministre hongrois, a fait cette déclaration particulièrement surprenante mais surtout condamnable. Je ne vois pas comment ils peuvent y contraindre les États membres, réduire la facture, la consommation de gaz en Europe. Quoi qu'il existe un savoir-faire allemand dans ce domaine, comme le passé l'a montré. Bernard Cohen-Haddad, ça commence à déraper très sérieusement du côté de la Hongrie. Je dirais pas que ça commence, ça continue. Ça continue à déraper. Et Viktor Orban, ce n'est pas les Hongrois aussi. Je crois qu'il faut être responsable. Vous avez raison de le préciser. Je crois que c'est bien de le préciser. Comme le les peuple Russes ne sont pas hongrois Poutine. a été aussi un peuple de résistants face aux nazis et face aussi à l'armée soviétique. J'allais y venir, général, vous l'avez volé, effectivement, contre tous les oppresseurs. Maintenant, ce type de discours, ils sont inacceptables dans l'Europe des libertés, dans l'Europe de Jean Monnet. Et peut-être qu'on doit se poser la question, c'est s'il ne doit pas aujourd'hui y avoir une Europe de la démocratie et une Europe des totalitaires. C'est-à-dire, est-ce que l'on ne doit pas, nous, les Européens, moi je suis un Européen convaincu, se dire qu'on n'a rien à faire avec ce type de discours-là et accepter qu'on mette au banc de l'Europe ce type de potentat. C'est une réalité, surtout dans un contexte où on le voit bien, de crise économique et humaine avec ce qui se passe en Ukraine. Général Cavalier, votre réaction à ces propos? Bon, je dirais, il y a des références qui sont totalement inacceptables. Il n'y a même pas de débat à ouvrir en la matière. En revanche, se pose la question de savoir quelle identité devons-nous privilégier. Et donc, pour ma part, je crois que cette identité européenne, c'est une identité de la culture, une identité sur une certaine notion de l'individu, de la société, et qui devrait peut-être être réaffirmée avec plus de force. Nous sommes dans un environnement qui est de plus en plus menaçant. On voit le retour des empires, on voit également l'extrémisme religieux. L'Europe doit quand même réaffirmer avec beaucoup plus de détermination les grands principes qui la fondent et qui sont communs à toutes les nations européennes. Le défi identitaire, il se pose là. En d'autres termes, il faut peut-être prendre de vitesse ceux qui veulent investir le champ de l'identité. Ça nous demande aussi de clarifier nos relations avec des pays qui, objectivement, sont racistes, sont fondés sur des régimes qui légalisent la discrimination. Donc le problème est beaucoup plus global. Alors il est intra-européen, mais dans nos relations diplomatiques, il y a de quoi dire également. Il y a un retour en France avec notre actualité brûlante, les suites de ce qui s'est passé dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Nos envoyés spéciaux recueillent des témoignages sur place depuis plusieurs heures maintenant. Tout d'abord, je voudrais vous montrer le témoignage peut-être de la personne, de l'une des personnes les plus confrontées à ce qui se passe dans ce quartier. Elle est policière. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner l'ont rencontrée ces dernières heures et elle nous dépeint la situation sur place, son quotidien de policière. Écoutez son témoignage et on en débat juste ensuite. Interrogée par notre équipe, cette policière nous donne son ressenti quant aux conditions de travail à Lyon et particulièrement dans le quartier de la Guillotière. Selon elle, les étrangers en situation irrégulière y affluent, rarement par hasard. Nous avons choisi de l'appeler Virginie et de modifier sa voix. Les passeurs, ou en tout cas les réseaux en place, leur conseillent de venir sur des endroits plus faciles, plus accessibles pour avoir des faux documents, pour avoir des logements, pour trouver du travail au black. Et notamment, Lyon et le quartier en particulier la Guillotière. Des interpellations comme celle-ci filmée hier, il y en a tous les jours. Selon Virginie, il s'agit pour beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Elle estime que les mesures prises pour les éloigner du territoire sont inefficaces, et notamment les centres de rétention. Ceux qui se retrouvent dans un centre de rétention sont relâchés à l'issue parce qu'on n'arrive pas soit à identifier leur pays d'origine, parce qu'ils cachent leur passeport, soit on n'arrive pas à avoir un laissez-passer du pays concerné. Donc après, c'est le chien qui se mord la queue. On va les réinterpeller quelques semaines après, quelques mois après, et rebelote à nouveau une mesure. Ça, c'est notre quotidien. À la fin de l'entretien, Virginie nous confie être régulièrement reconnue dans sa vie de tous les jours, être la cible de réflexion. Elle refuse de céder à la peur, mais se dit particulièrement vigilante. Bon, beaucoup d'informations dans ce témoignage, Général Cavalier. Je m'arrête une seconde sur ce qui est dit à la fin, c'est-à-dire que cette policière est reconnue dans la rue lorsqu'elle n'est pas en fonction, quand elle est en civil. Et ça, c'est quelque chose que les policiers nous répètent inlassablement, ce danger de la vie du quotidien pour chacun de ces policières et policiers aujourd'hui en France.
Ça veut dire qu'on a franchi un cap? Non, mais les caps sont franchis, je crois, tous les ans. Souvent, je parle de mon propre parcours de gendarme. Hein, donc, j'ai intégré la gendarmerie en 78. Donc, j'ai pu être un acteur de l'action de sécurité, un observateur de ce qui se passait dans notre pays. Il y a eu, depuis 40 ans, une dégradation continue de la situation. On commence, les faits s'imposant, ne peuvent plus être ignorés, notamment par les élites, par le politique, qui pendant des années a adulcoré la réalité. Il y a le terrain vécu par les policiers, les gendarmes, ce terrain... Est-ce que ça, précisément, vous l'avez connu, vous, quand mais vous oui, étiez ça existait peut-être déjà. Hors service, Alors, vous inquiétiez peut-être de recroiser des voyous on déménageait, si vous voulez. Je me souviens quand je travaillais... Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que c'est un fait nouveau? Ou est-ce que ça a toujours existé? C'est pas nouveau, mais quand déjà dans les années 90, moi je travaillais... J'avais quitté le commandement d'une compagnie et j'étais en état-major. On avait décidé de déménager donc une unité de gendarmerie, un MSIG, parce qu'il était dans un environnement hostile. Bon, imaginez les citoyens qui sont restés dans ce quartier dès lors que les représentants de la puissance publique sont obligés de quitter un tel territoire. Mais bon, très récemment, l'affaire Traoré, où on a dû faire partir les familles. Donc, si vous voulez, il y a une délinquance d'oppression, une délinquance qui est en conquête de territoire. Et maintenant, tout le monde est en train de dire c'est abominable. Mais il y a eu un laxisme pendant 30, 40 ans qui explique la situation à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, qui doit absolument être prise en compte parce que ça risque de devenir dans certains territoires très très difficile à inverser. Donc c'est les deux gros chantiers qu'il faut lever, qui ont aussi des conséquences en termes d'insécurité immédiate. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus compliqué, je pense que le général est mieux placé que moi, de maintenir l'ordre par rapport à d'autres, ne serait-ce que d'un point de vue. Mais vous avez de la mixité sociale si vous maîtrisez les flux. Si vous avez des flux qui sont massifs et incontrôlés, vous n'avez pas de mixité sociale. Moi, je crois qu'il faut s'intéresser aux causes profondes de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et elles sont multiples, c'est pour ça qu'on va essayer d'y aller progressivement. On est sur les réponses immédiates. On déploie des CRS ou des gendarmes mobiles. Mais ça ne résout pas les problèmes de fond qui vont au-delà, d'ailleurs, du défi sécuritaire. Comment se fait-il que ce pays n'est plus respecté? Comment se fait-il que la puissance publique se soit effondrée? Moi, j'ai lu attentivement des gens extrêmement intéressants, comme Malek Bouti, qui ont analysé ce qui se passait, qui ont dit... C'est un député socialiste de l'Essonne. Mais oui, d'ailleurs, il y a une partie de la gauche, de cette gauche, comme on parlait tout à l'heure de démocratie sociale, mais il faut réaffirmer l'État, la puissance de l'État. Il est tout à fait inacceptable aujourd'hui qu'il y ait une telle désinhibition vis-à-vis des représentants des forces de l'ordre, y compris que des ressortissants étrangers fraîchement arrivés puissent agresser des policiers et des gendarmes. Derrière ça, il y a quand même une réalité qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce pays n'est plus respectable. Comment doit-il redevenir respectable? Les témoignages, c'est toujours très écouter parce qu'ils disent forcément leur vérité, leur vécu au quotidien. On a parlé de mixité sociale, c'est très bien, c'est l'idéal. Moi, je dis, ceux qui portent le meilleur diagnostic sur ce qu'est la France aujourd'hui, ce sont des étrangers qui veulent s'intégrer. Moi, j'étais dans l'avion, je retournais au Burkina Faso, et puis un Burkinabé, on discute, on était en transit au Ghana, et puis il me dit, mais comme ça, bon, la conversation commence à se lancer, il dit, la France, c'est pas un pays raciste. Moi, je travaille, je me suis parfaitement intégré, on m'a jamais cherché noise. En revanche, vous avez un problème, vous êtes faible. Il faut dire les choses. Enfin, il y a une faiblesse structurelle, qui est avant tout une faiblesse idéologique. Si on veut régler les problèmes, il faut déjà réaffirmer certains principes élémentaires et réaffirmer notre souveraineté, réaffirmer le principe d'autorité. Comment des bandes de jeunes peuvent s'en prendre comme ça à des policiers? On découvre d'ailleurs la citation intégrale de Gérald Darmanin: quand on est étranger et qu'on arrive sur le sol national, on respecte les lois de la République, ou alors on s'en va. J'assume le rétablissement d'une certaine forme de double peine. Bernard Cohen-Haddad, une fois qu'on a dit ça, avec ce débat sémantique mais également politique, Gérald Darmanin prévoit, en tout cas promet, une amélioration de la loi à la rentrée, et notamment en ce qui concerne les désormais fameuses OQTF, ces obligations de quitter le territoire français. Quels sont les leviers, selon vous, pour améliorer la situation? Je crois que le levier, c'est d'abord l'application de la loi. Moi, je suis un vieux. J'avais un prof de droit qui s'appelait Jacques Léoté et qui avait pour principe tout simplement un texte de loi. S'il n'est pas appliqué, il ne sert à rien. Et quand vous avez aujourd'hui un arsenal juridique et donc des juges qui prennent des décisions et des personnes qu'on ne
reconduit pas à la frontière, soit parce qu'on n'a pas les moyens, soit parce que les accords internationaux, bilatéraux, ne nous permettent pas de le faire, il y a un vrai déni de droit et donc une source d'instabilité et d'insécurité. Donc ça, c'est très important aujourd'hui que l'on applique la loi, qu'on donne les moyens aux juges. On découvre les chiffres au moment où vous parlez. Voilà, qu'on donne effectivement aux juges les moyens de l'appliquer, qu'on donne aux policiers et aux forces de l'ordre les moyens de le faire et qu'on mette à jour nos conventions internationales à faire en sorte que ceux qui se comportent de manière non responsables face aux lois de la République retournent chez eux, quoi qu'il en coûte, en tout cas pour nous, dans la mesure où il n'y a pas de problème de sécurité pour leur personne. Ceci étant, quand ils ont commis des atteintes à l'intégrité physique, je ne vois pas pourquoi on prendrait tout simplement des gants nous-mêmes. Il y a un problème de responsabilité. Et ce problème de la sécurité, aujourd'hui, c'est un problème récurrent. Le général l'a évoqué tout à l'heure. Depuis une trentaine d'années, il faut tout simplement qu'on l'applique. C'est le problème de l'application de la loi. Et si vous me le permettez, de la réponse pénale, tout simplement. Et de l'applicabilité de la réponse pénale. C'est extrêmement important si on veut que ce soit dans les cas des personnes en situation irrégulière, tout simplement des quartiers dont on évoquait tout à l'heure, que l'ordre public et les valeurs de la République soient respectées sur notre territoire métropolitain ou ultramarin. Eh bien, vous allez le voir justement à travers toutes ces données que nous vous montrons dans l'émission en ce qui concerne par exemple les centres de rétention administrative en France, les fameux CRA, c'est comme ça qu'on les appelle. Je vous donne la parole, bien sûr, mon général, dans quelques instants. 25 CRA, donc 4 en Outre-mer, 14 704 personnes retenues en métropole. Ce sont des chiffres de 2021. 27 649 personnes retenues en Outre-mer. C'est pour ça qu'il est important, vous avez raison de le faire, de préciser qu'il y a aussi cette situation en Outre-mer. On pense bien entendu, par exemple, à ce qui se passe notamment à Mayotte. Général Cavalier, la réponse pénale, est-ce que on touche de près le nœud du problème? Alors déjà, quand on s'interroge sur l'efficacité de la réponse. Oui, mais déjà, moi, je reviens au terrain idéologique. On se prend les pieds dans le tapis d'un pseudo-humanisme, quand on a double peine. Moi, le véritable humanisme, pour moi, c'est que les gens ne vivent pas dans l'oppression, hein, comme c'est le cas dans certains territoires, dans certains quartiers, toute origine confondue. Bon. Donc, le préalable, c'est de réaffirmer la puissance, et la puissance interne, la puissance de la justice, la puissance également à l'extérieur, vis-à-vis d'États qui ont un comportement qui est inadmissible vis-à-vis de la France. Vous avez des grands pays qui sont très respectables, qui se devraient de reprendre leurs mineurs dits non accompagnés, là aussi il y a un vrai sujet, qui doivent reprendre également leurs ressortissants dès lors qu'ils ne respectent pas nos lois. Vous prenez l'exemple du Canada et des États-Unis, que je sache, notamment le Canada, qui est quand même un pays très avancé. Celui qui commet plusieurs délits est automatiquement expulsé. Oui, on prenait l'exemple tout à l'heure du Canada avec un invité précédemment dans l'émission. C'est aussi une situation géographique, notamment en ce qui concerne l'immigration, qui est totalement différente de la nôtre. Vous en conviendrez, général? J'en conviens, mais si vous voulez, l'immigration est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui doit être maintenant assumé avec raison, avec bon sens, avec lucidité. Donc, ce n'est pas faire le procès de l'immigration que de dire que des étrangers, notamment en situation régulière, qui commettent plusieurs délits, doivent être obligatoirement exclus. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans le pacte social républicain, eh bien, on les met dehors. Non, c'est bien sûr, et on prend les moyens de le faire, y compris sur le plan diplomatique. Quand vous voyez un pays comme le Mali, qui depuis des années refuse de reprendre ses ressortissants, la France est la 7e puissance mondiale, et il y a des choses qui nous échappent. Donc vous avez des flux massifs qui sont totalement incontrôlés depuis des années. Il est venir Bertrand Cavalier. Non, mais je crois qu'il y a quand même un lien entre la délinquance et l'immigration. Bon, il y a l'approche très intellectualiste qui se veut, comment dire, assez inhibée parce que c'est une réalité dont on ne veut pas parler. Donc c'est toujours difficile parce que c'est extrêmement délicat et on risque de tomber dans l'amalgame. Mais le lien est établi factuellement, statistiquement. Et quand vous parlez à des gendarmes, des policiers de terrain, ils vous disent à quoi sont-ils confrontés, quelles sont les violences, quels sont les comportements violents, où les trouve-t-on. Bon, il y a une réalité qui s'impose à nous. Alors maintenant, pourquoi cette réalité? C'est ça, à mon avis, le vrai sujet. Comment se fait-il que nous sommes incapables d'intégrer, d'assimiler, de pacifier dans une société qui était devenue relativement apaisée et qui aujourd'hui s'en sauvage? Bon, donc il y a aussi des facteurs culturels qui jouent, faut le dire, dans la relation aux femmes.
etc. Donc, je crois que aujourd'hui, d'ailleurs, le président Macron l'a dit lorsqu'il y a eu le meurtre du brigadier Masson, il a eu à Avignon. Il avait eu cette déclaration, je crois que c'était le 8 mai 2021, il reconnaissait, il dit la violence enfle dans ce pays. La violence est devenue un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Mais simplement, ce n'est pas qu'un défi sécuritaire, c'est une réponse globale, mais qui avant tout est d'ordre idéologique. Un pays doit être dominant et accueillant, mais il doit être dominant chez lui. Nos principes ne sont pas négociables. Notre mode de vie n'est pas négociable. Et des jeunes qui arrivent doivent craindre la puissance publique. Or, cette puissance publique, elle n'est plus crainte. Alors, il n'y a pas d'ailleurs que des gens d'origine étrangère, parce que c'est un fait assez général d'un individualisme, l'individu roi, qui s'impose, une perte de référence. C'est tout ça qui doit être recomposé. D'ailleurs, vous avez un rapport sur le Sénat qui est extrêmement intéressant. C'est Retour de la République à l'école, qui étudie de façon très précise notre mutation sociale, sociétale, sociologique, et le pourquoi de cela. On a abandonné des principes qui étaient fondateurs depuis des années. On a abandonné le principe d'autorité. La peur du gendarme, c'était quand même un élément de la régulation sociale. Le gendarme, c'est pas que cela, vous l'avez dit, le gendarme de la proximité. Là, on peut aussi en reparler de la proximité, parce que ces territoires aussi, eh bien, la police n'y est plus. Et là aussi, il faut aussi que la force publique elle puisse s'immerger dedans. Elle doit être en continu. C'est le modèle gendarmerie que vous avez évoqué. Mais ce n'est pas la seule réponse. C'est une réponse nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. D'ailleurs, c'est la gendarmerie qui a eu cette mutation d'un point de vue territorialisation. Elle est beaucoup plus territorialisée que la police. C'est son ADN, si vous voulez. Mais comme vous voulez, justement, quand on parle de la présence, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la masse salariale au niveau des forces de sécurité a augmenté de 24% en 10 ans. Or, il constate une diminution de la présence sur le terrain. Et là, c'est aussi un sujet très sensible. C'est qu'il y a un corporatisme très puissant qui a fait qu'il y a une surenchère en droit, donc en récupération, etc. Ce qui fait que la présence a diminué. C'est un vrai sujet. Donc, les contribuables, la nation paye davantage pour un service de sécurité, ce qui est une fonction sociale par excellence, qui est moins efficace. Donc là aussi, il faudra qu'aussi que le politique s'impose face à des corporatismes qui mettent en avant des avantages, etc. Alors que pour moi, le véritable objectif, c'est quand même de remplir cette mission qui est fondamentale. Si je prends l'une des propositions générale Bertrand Cavalier de Valérie Boyer, les peines planchées, par exemple, ça revient extrêmement souvent, notamment pendant la campagne présidentielle. Est-ce que ça serait peut-être une bonne idée, en tout cas une piste d'amélioration? Alors, déjà, moi, sur toutes les déclarations ambiantes, moi, il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est l'extrémisme du déni de réalité. Parce que il y a des constats qui sont faits également par Malek Bouti, il y a des constats qui sont faits par Jacques Julliard, par Gusmanovic, par des gens, vous voyez, qu'on ne peut pas suspecter d'ultra-droitisme ou du dit populisme. Bon, il y a un constat qui s'impose. Arrêtons aujourd'hui de nier la réalité. Et la population, d'ailleurs, cette thématique de la sécurité, n'oublions pas que Jospin s'en est emparé, parce que c'est un défi social par excellence, que les gens puissent vivre tranquillement. On entend par exemple en ce moment des voix assez singulières comme celle de François Ruffin de la France Ruffin Insoumise. Était, d'ailleurs, j'allais le citer, qui est près d'Amiens, eh bien des gens dans des quartiers populaires lui ont dit, et il a dû relayer ce discours-là. Oui, qui n'est pas habituel dans les rangs de la France Insoumise. On a plutôt l'habitude de stigmatiser la police. Alors, soyons clairs, et François Ruffin ne fait pas partie de la gendarmerie de la police. Lisez attentivement les deux rapports de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection générale de la police nationale, où il y a des efforts de transparence. C'est-à-dire que les forces de sécurité sont dans une dynamique, dans une logique de transparence accrue, de conformité en matière de déontologie. Et à côté de ça, vous avez un environnement qui est de plus en plus hostile, qui est de plus en plus difficile pour eux. Maintenant, je reviens aux peines planchées. La peine planchée... C'est la proposition qui revient à chaque fois. Si vous voulez, il y a un principe fondamental, c'est l'individualisation de la peine. Bon. Donc moi, j'y reste attaché. En revanche, je suis pour que un individu, et on parlait notamment d'étrangers en situation régulière ou irrégulière qui commet plusieurs délits, il soit expulsé. Et c'est pas et que les tribunaux tranchent dans ce sens de façon claire et nette. Mais la peine planchée, ça remet en cause. Je crois que d'ailleurs, ça n'a pas prouvé son efficacité. Une peine est une peine. Voilà.
Et certains sont... faut l'appliquer. Oui, mais on bon, applique les peines. Elles ne le sont pas, mais pour d'autres raisons. On parle également des capacités de la... Après, écoutez un autre témoignage recueilli par nos équipes sur place, celui d'une habitante, encore une, Florence, et qui met le curseur sur un point précis, c'est le Covid, le confinement, qui aurait, et c'est pas la première à nous le dire, changé durablement la physionomie du quartier et les choses sur place, et on réfléchira ensuite pourquoi le Covid, accélérateur de particules dans ce quartier de la Guillotière. Florence, témoignage recueilli tout à l'heure par nos équipes. Depuis le Covid, à peu près, ça s'est beaucoup dégradé et très rapidement. Voilà, maintenant je fais plus attention à mon téléphone, il y a plus d'agressions, on le sent, tu peux plus aller faire tes courses sans que ça hurle partout. Quand tu traverses la place du Pont, tu es obligé de faire un détour pour pas te faire agresser et pour pas te faire emmerder, quoi. Moi, ce que je demande aujourd'hui, en tout cas ce que j'aimerais demander aujourd'hui à l'État, c'est une protection. Je comprends qu'il y a des gens qui quittent le quartier parce qu'on peut pas vivre ça tous les jours, quoi. Et c'est tellement déjà triste de voir notre quartier se dégrader. Ça donne une mauvaise image aussi à la ville de Lyon et on peut pas laisser ses habitants comme ça, quoi. Je pense que c'est pas humain. Moi, je me dis que c'est quand même pas à moi de déménager et j'espère réellement qu'il va se passer quelque chose, quoi. Donc j'y crois encore. Général Cavalier. Dans plusieurs choses. Mais sur la mixité sociale, moi, évidemment, sur le principe, je suis pour la mixité sociale. Encore faut-il que ça fonctionne avec des gens socialement compatibles. Et d'ailleurs, elle existe, pardon, mais dans le reportage, Messaoud, le vendeur de téléphone, lui-même tire la sonnette d'alarme. C'est ça la mixité sociale qui ne marche plus. Moi, je crois à l'assimilation. Je crois au partage des valeurs républicaines fondamentales. Mais c'est lui qui le déplore. Bon, pardon de vous couper. donc, mais oui, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens d'origine étrangère qui sont véritablement français et qui comprennent pas ce qui se passe dans ce pays parce qu'ils sont une autre idée de la France qu'ils ont rejointe, une France qu'ils aiment. Maintenant, bon, sur cette femme, c'est poignant. Mais le Covid, certes. Mais le départ des dizaines de milliers de citoyens de confession israélite du département Seine-Saint-Denis qui ne peuvent plus y vivre parce qu'il y a une oppression. Ça, c'est une donnée. Le départ de milliers de personnes de tous ces territoires, de toute origine d'ailleurs, qui veulent sortir de ces quartiers, de ces territoires, ils veulent sortir de cette oppression, c'est une réalité. Que fait l'État? Donc aujourd'hui, l'État doit quand même faire les constats, il doit le faire avec lucidité, avec courage, dire pourquoi il y a cela. Il y a des causes idéologiques, il y a aussi un pays qui n'exerce pas ses fonctions de souveraineté élémentaire, c'est-à-dire de contrôler des flux migratoires. Bon, il y a également une réflexion sur la justice qui aujourd'hui est exsangue, qui n'a pas les capacités. Quand je discutais récemment avec magistrats, ils ont même des difficultés à audiencer. Si vous voulez, c'est tout le système aujourd'hui qui est grippé, mais à l'origine, il faut du courage politique. Et ce courage politique aussi, c'est de faire en sorte que des gens ne vivent pas dans la hantise, la crainte de 50 sauvageons qui sèment la terreur dans un quartier. On intervient en Afrique, on veut être une puissance internationale, on tient un certain discours vis-à-vis de M. Poutine, et on laisse des citoyens, des populations, à la merci de bandes, de 50 individus dans un quartier de Lyon. Attendez, mais ça choque personne. Ça choque, et en tout cas, le témoignage de Florence, cette habitante du quartier de la Guillotière, pendant des années, ça n'a pas choqué les élites qui adressaient des rapports toujours rassurants, parce que tous les échelons administratifs, moi je me rappelle de toutes ces réunions sécurité en présence du préfet, la plupart ne servaient à rien. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir. Un dernier mot sur ce thème de la sécurité et peut-être des solutions, Bertrand Cavalier. Simplement, quand on dit que l'état de droit a déjà dérapé, à partir du moment où cette femme s'exprime ainsi, c'est que l'état de droit a failli. Donc maintenant, il faut prendre vraiment le problème dans le bon sens. Que font ces jeunes? Qui sont-ils? D'où ils viennent? Comment les traiter? La prévention, oui. Ceux qui sont d'origine étrangère sont envoyés chez eux parce que c'est logique et c'est du bon sens. Donc il faut avoir une vision politique au sens, je dirais, courageux du terme, avec beaucoup de détermination. Vous savez, moi, sur le terrain, quand on monte la force, quand on l'exerce, mais de façon juste, eh bien ça a valeur d'exemple pour les autres. Moi, je me rappelle de mes rues, je discutais avec des femmes souvent d'ailleurs qui élevaient seules leurs enfants. Elles attendaient que les 3-4% qui semaient le désordre, qui semaient la terreur, soient pris en compte, notamment des dealers. En l'occurrence, c'était des Marocains. Ils ont été 1 an d'enquête pour véritablement démanteler un réseau.
quelles ont été les conséquences? Ils sont toujours là, si vous voulez, alors qu'ils auraient dû être expulsés. Allez, c'est la fin de cette émission. Il faut de la cohérence dans ce pays. Le peuple attend de la cohérence. C'est ça que je crois qu'il... La justice ne peut pas être dans l'immédiateté non plus. Non, mais attendez, il doit y avoir... un jugement, faire une enquête, ça prend du temps. Oui, mais attendez, à un moment donné... Il ne faut pas non plus qu'on tombe là-dedans. Je vous dis, un an d'enquête, ils ont été jugés, maintenant ils doivent être expulsés. Si vous voulez, c'est ça que je veux dire. Et on évite s'ils restent, ça veut dire que... Et on évite, de commencer des débats à 20 secondes de la fin de l'émission. Vous aviez quand même 1h30 pour le faire. Et vous reviendrez, j'en suis sûr, tous les deux sur cette antenne. Il faut de la cohérence. En tout cas, on a essayé de répondre à toutes ces interrogations. Bernard Cazeneuve.